Je pense qu'on peut commencer, puis s'il y a des retardataires, eh ben, ils prendront le train en route. Donc, bienvenue à ce premier webinar sur R++. Je remercie en particulier Romain Mortier, c'est un petit peu lui qui a eu l'idée. Donc il a vu des vidéos de R++, il a téléchargé, on a un petit peu discuté, et puis il m'a dit que ça pouvait intéresser plein de gens. Et donc on a décidé ensemble de faire ce webinar à destination initialement des internes, et voilà, initialement à destination des internes, mais plus généralement après à destination d'un petit peu tous ceux qui font de la médecine. Et puis bien évidemment, on accepte un petit peu tout le monde, puisque les techniques qu'on va utiliser sont directement transposables à plein d'autres domaines. Donc je vais commencer, et normalement sur l'écran vous voyez R++. Donc voilà ce qui se passe quand on ouvre le logiciel. On a un premier écran d'accueil qui nous dit bienvenue, qui nous explique rapidement. Donc on a plein d'écrans d'accueil que je vais zapper puisque je suis là pour vous expliquer. Donc on n'a pas vraiment besoin aujourd'hui des écrans d'accueil. Donc R++, il se décompose en trois parties. Sur la partie gauche ici, on a ce qui s'appelle le chemin de fer. Un chemin de fer, ça reprend les différentes étapes d'une analyse statistique. Donc les étapes, ça va être d'abord importer les données, ensuite faire le nettoyage des données, puis faire des tests statistiques. Ensuite, on fait de la modélisation, et puis après on essaiera d'exporter les résultats avec les scripts qui sont en option. C'est un découpage, il y en a d'autres qui auraient été possibles, mais c'est celui pour lequel on a opté. Donc ici, j'ai le chemin de fer qui m'accompagne dans mon analyse. Là en haut, j'aurai la barre des tâches. Pour l'instant, elle est vide sur l'écran d'accueil, mais ensuite, c'est là que je vais avoir toutes mes options. Et ici, j'ai ma fenêtre principale. Donc la première étape d'une analyse statistique, ça va être d'importer les données. Pour ça, je clique sur Import. Donc là, toujours ma petite aide. Import, je vais pouvoir importer différents types de fichiers, donc du CSV, du texte, les différents logiciels d'analyse statistique, du Excel. Je peux également me connecter à des bases de données, ODBC ou MySQL. Si j'ai un code R ou un code R++, je vais pouvoir le charger, ou bien je peux restaurer la session précédente. Donc dans le cas actuel, je vais prendre un fichier CSV, mais je peux aussi tout simplement faire un drag and drop de mon fichier. Donc là, j'ai mon fichier qui est sur le bureau. Je fais un drag and drop dans R++ et ça va automatiquement l'ouvrir. Donc quand je mets un fichier dans R++, il y a deux fenêtres qui s'ouvrent. À droite, j'ai la prévisualisation de mes données. Et en dessous, j'ai les paramètres. Donc à quoi ça va servir les paramètres? Eh bien, différents types de fichiers ont différents réglages. Donc je vais pouvoir par exemple choisir ici l'encodage quand j'ai des caractères spéciaux, ou bien si j'ai travaillé avec des gens qui sont à l'étranger, qui n'ont pas les mêmes codages, les mêmes claviers. Je vais pouvoir ici modifier le codage. Je peux changer ici les séparateurs de colonnes ou le séparateur décimal. Donc si c'est un fichier CSV américain, ils utilisent comme séparateur de colonnes la virgule et le séparateur décimal le point virgule. Et dans le cas présent, je vois que si j'utilise un séparateur de colonne virgule, mon fichier a quand même une drôle de tête. Donc c'est probablement pas le cas. Et donc pour vérifier, je peux regarder le texte brut. Et donc voilà, c'est assez barbare, mais je peux voir quand même que le séparateur colonne ici, c'est probablement du point virgule. Et donc je décide que le séparateur colonne, c'est point virgule. Je peux modifier aussi le type de manquante, le codage des manquantes. Et quand tout est prêt, je valide. Donc ça ouvre le fichier et ça bascule dans l'étape gestion des données. L'étape gestion des données, il va y avoir tout un tas d'informations qui vont me permettre de prendre connaissance de mes données très très rapidement. Donc le fichier que j'ai, c'est un fichier qui est issu du bloc opératoire où la problématique c'était le choc septique qui survient en salle de réveil. Donc plus précisément, mon collègue travaille sur les opérations à cœur ouvert avec circulation extracorporelle. Donc
pendant l'opération, on débranche le cœur et puis on le branche sur une machine qui s'occupe de la circulation sanguine, qui prend le relais du cœur. Le chirurgien opère le cœur et puis ensuite on rebranche les veines et les artères sur le cœur. Et donc ça, c'est des opérations qui visiblement maintenant sont bien maîtrisées. Il y a très peu de risques pendant l'opération. Mais dans un certain nombre de cas, le patient fait un choc septique entre 6 et 10 heures après l'opération. Et un choc septique, c'est que les organes se mettent progressivement les uns après les autres, cessent de fonctionner. Et ça peut être très grave, ça peut être létal. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le choc septique. Et donc, on a mesuré si oui ou non le patient faisait un choc septique et on a mesuré tout un tas d'informations comme le poids, la taille, la surface corporelle, la durée de la circulation extracorporelle et ainsi de suite. Donc j'ai ma base de données ici avec toutes mes variables et je vais pouvoir l'explorer assez rapidement avec un certain nombre d'outils comme par exemple le premier, c'est graphe en un clic. Donc je clique sur graphe en un clic et pour chacune de mes variables je vais avoir un graphe qui va être affiché sous la variable. Et ça va me permettre de très rapidement prendre connaissance de toutes mes données et de détecter tout un tas de problèmes. Comme par exemple, ma variable choc septique. Donc choc septique, normalement c'est censé être oui-non. Et là je me rends compte qu'en fait c'est pas oui-non, mais que j'ai 4 modalités différentes. Donc je me rends compte graphiquement, ici sur le bar plot. Et en fait, c'est que les variables ont été mal codées. Donc j'ai des noms avec un N majuscule et des noms avec un N minuscule, des oui avec un O majuscule, des oui avec un O minuscule. Et donc pour corriger ça, il faut que je fusionne le oui et le non et le non. Pour corriger ça, je fais apparaître un outil qui s'appelle le tipper, qui est le deuxième bouton, qui me montre la liste de toutes les modalités, et je vais simplement pouvoir les fusionner par drag and drop. Donc je prends le oui, je le drop le oui avec un O minuscule, je le drag and drop sur le oui avec un O majuscule, je prends le non avec un O minuscule, un N minuscule et je le drop sur le non avec un N majuscule. Au passage, je lui dis que la variable est de type logical, je valide et ça m'a corrigé ma variable, qui a maintenant 2 modalités. Donc ça, je vais pouvoir faire ça grâce au tipper. Juste à côté, j'ai un outil qui s'appelle le summary et qui me donne le résumé de mes variables. Et donc là, je vois que j'ai à peu près 86% de patients qui ne font pas de choc septique, donc pour qui tout va bien, et 11 patients qui font des chocs septiques. Donc le premier outil, graphe en un clic, là j'ai le résumé de chaque variable. En fonction du type de variable, je vais avoir soit les effectifs et les pourcentages, soit les moyennes, les écarts types et les différents quartiles qui vont être affichés pour chaque variable. Autre information que me donne le logiciel, c'est une information visuelle grâce à la couleur. Il va colorier chaque colonne avec une certaine couleur en fonction de son type. Donc ici en jaune, c'est les logicales, en violet, c'est les nominales, en vert foncé, ça va être les numériques, en vert clair, ça va être les integers. Et donc ça va me permettre très rapidement de voir s'il y a des problèmes de typage. Par exemple ici, j'ai l'âge en jour, et je vois que la couleur est violette. Et normalement, l'âge, c'est censé être une colonne numérique, donc il n'y a aucune raison qu'elle soit violette. Et donc si elle est violette, c'est qu'il y a probablement un souci de type. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, grâce au tipper, je vais pouvoir forcer le type, et je vais lui dire que non, cette colonne, elle n'est pas violette, cette colonne, elle est censée être numérique. Donc je clique sur numérique. Sauf que si le logiciel avait identifié cette colonne comme étant du nominal, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et en fait, la bonne raison, c'est qu'il y a une valeur qui est mal rentrée. Au lieu de rentrer 3799, on a saisi 3799, point virgule. Donc il y a eu une typo. Et donc toutes les valeurs qui posent problème sont remontées en tête de colonne et sont mises en rouge. Et donc je vais pouvoir les éditer et les corriger. Donc là, en l'occurrence, c'est juste un point virgule de trop. Je corrige, j'enlève le point virgule, je valide. Et ensuite, je peux valider ma colonne. Ce qui fait que maintenant, la variable âge bascule en numérique. Donc voilà, toujours avec le tipper. Graphiquement, on peut distinguer plein de choses. Donc là, par exemple, ma variable poids, tout va bien. Si je regarde à côté, la variable taille, elle a quand même une drôle de tête. Et donc ça, c'est un histogramme qui montre qu'il y a un problème. Et j'ai en l'occurrence une valeur ici qui est beaucoup trop grande.
je la vois sur la boîte à moustaches. Donc pour la repérer, eh bien, je vais pouvoir simplement cliquer sur la variable taille et ça va trier ma colonne. Ce qui fait que la plus grande valeur va apparaître en tête de colonne et je vois qu'effectivement il y a un 1290, ce qui c'est des centimètres, ça fait 12 mètres, c'est quand même un petit peu beaucoup. Et donc je vais pouvoir simplement supprimer cette valeur, ce qui va me... Voilà, ça la supprime et du coup ça corrige le graphe. Du coup je constate aussi qu'il y a un certain nombre de tailles qui sont à 0, donc c'est probablement des tailles pour lesquelles on n'a pas saisi la bonne valeur. Et donc elles sont là, je vais les mettre en valeur manquante, donc soit je les prends une à une et je les supprime, soit je clique avec un bouton droit, je lui demande d'appliquer ma décision à toutes les cellules ayant la valeur 0 et je lui demande de transformer en valeur manquante, je valide et ça supprime toutes les valeurs, ça les fait passer à manquantes. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec le tipeur. Voilà, je ne vais pas décrire toutes les variables, il y a l'âge en jour, parce que la base est quand même assez grosse, l'âge en jour, le volume, l'assistance, la température, circulation extracorporelle, et voilà, ah oui, ici, pardon, elle était là. Ici, j'ai la durée de la circulation extracorporelle, et je me rends compte qu'elle a une distribution assez originale, et en fait, il y a deux groupes. Donc il y a les groupes qui ont eu une circulation extracorporelle inférieure à 90 et ceux ou à 100 et ceux supérieurs à 100. Et donc ça serait intéressant d'avoir une nouvelle variable qui serait la durée de la circulation extracorporelle binaire, soit long, soit court. Et donc pour ça, je vais pouvoir cliquer sur ajouter une colonne. Je clique sur durée de la CEC et ça va me créer une nouvelle colonne que je vais spécifier. Alors pour répondre à Jérémy, quand je supprime une valeur manquante, ça supprime juste la valeur manquante, ça supprime pas toute la ligne. Donc si une valeur est aberrante mais que tout le reste de la ligne est cohérent, eh bien on aura juste supprimé la valeur aberrante. Donc ici je vais changer le nom, je vais l'appeler durée de la CEC mais en binaire, et puis je vais lui demander de diviser la variable en deux, donc de 46 jusqu'à 100 et de 100 jusqu'à 153. Puis ici je vais dire que ça c'est quand la durée de la CEC est courte et là c'est quand la durée de la CEC est longue. Je valide et ça me crée donc une nouvelle variable courte et longue, qui prend les modalités courtes et longues en fonction de la durée de la CEC. Voilà, donc là j'ai tout un tas de variables qui sont numériques, je reviendrai un peu plus en détail lorsque j'en aurai besoin, et au niveau graphique on voit que il y a à peu près toujours cette même petite séparation, il n'y a pas a priori de valeur aberrante, ça semble être relativement cohérent. Là j'ai 4 variables nominales pour lesquelles les graphes sont un petit peu bizarres, en particulier celui-là. Et en fait, si je regarde en détail, c'est que les lactates, le taux de lactate a été mesuré, mais mesuré avec une variable ordonnée. Donc on n'a pas le score exact, on a plutôt est-ce que le taux était faible, moyen, élevé ou très élevé. Et le logiciel a pris comme ordre l'ordre alphabétique. C'est normal, il n'a aucun moyen de faire autrement. Alors que nous, on voit bien que élevé, c'est plus élevé que faible, et que moyen, c'est entre faible et élevé, et ainsi de suite. Donc l'ordre n'est pas le bon ici. C'est pour ça qu'on a un graphe un petit peu bizarre. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est réordonner la variable simplement par drag and drop. Donc faible, c'est la modalité la première. Je la prends, je la mets en tête de liste. Ensuite, j'ai moyen. Ensuite, j'ai élevé et très élevé. Et c'est une variable ordinale, donc au passage, je le précise. Je valide. Et donc il se passe deux choses. La couleur de la variable change à bleu pour les variables ordinales et le graphe est modifié en conséquence. Maintenant j'ai bien les variables, les modalités dans l'ordre. Oups, pardon. Faible, moyen, élevé, très élevé. Il faut que je fasse la même manipulation pour lactate C, lactate B, lactate A, et donc soit je recommence à faire mon tri, soit il y a un moyen plus simple, je peux ici copier le format et ensuite je colle le format
et ça applique la même manipulation que ce que je viens de faire. Donc ça trie les variables et ça met les modalités dans le bon ordre. Quand j'ai fini, je valide. Et donc je viens d'ordonner mes variables. Voilà, rien de très intéressant, enfin rien de particulier sur la fin de la base de données, à part ici, on a des cases blanches, des cellules vides, qui en fait sont des noms, et donc je vais pouvoir les renommer en mettant nom. Et ici, j'ai probablement une valeur aberrante, ça vient d'un fichier Excel, et donc je vais la supprimer, simplement en cliquant sur supprime, je valide, pardon, j'aurais pu dire que c'est du logical, je valide, et il me corrige ma variable. Voilà ce que je peux faire avec le tipper. Donc maintenant que ma base de données est propre, je vais pouvoir l'exploiter. Hop, là j'ai trié en fonction de taille. Et je vais aussi pouvoir tout de suite l'exporter. Donc je clique ici sur le bouton rapport. Ça m'ouvre une fenêtre dans laquelle je spécifie le nom, le format et tout un tas de choses. Bon, alors là je vais prendre les réglages par défaut. Je valide. Ça m'ouvre une fenêtre dans laquelle ça me demande de sauvegarder. Je sauvegarde. Ah, je suis désolé, j'ai deux fenêtres. Il me l'a ouvert sur mon autre fenêtre. Et ça me fait un rapport PDF. Alors j'aurais pu demander du Word ou du HTML. Ça me fait un rapport dans lequel il y a toutes mes variables. Et à chaque fois, il y a la moyenne, les quarts types, les différents quartiles, le minimum, le maximum, le nombre de manquantes et l'histogramme ou le bar plot, ça dépend du type de variable. Autre option, toujours dans l'analyse univariée, j'ai ici un filtre ligne où je vais pouvoir regarder une partie seulement de ma population. Par exemple, si je veux uniquement les gens qui ont fait un choc septique, eh bien je décoche les gens qui n'en ont pas fait. Et donc là, j'ai la distribution des gens qui ont fait des chocs septiques. Donc la base de données, toutes les lignes sont grisées sauf ceux qui ont fait un choc septique. Et au niveau des graphes, j'ai en noir, en arrière-plan, enfin en grisé, la population générale et au premier plan, ceux qui ont fait un choc septique. Si je veux, je peux aussi demander à n'avoir que la base de données des gens qui ont fait un choc septique, les autres ont disparu, et la représentation graphique uniquement des gens qui ont fait un choc septique. Donc ça, c'est la distribution des tailles des gens qui ont fait un choc septique. Je peux utiliser un filtre plus compliqué, comme par exemple ceux qui ont fait un choc septique et qui ont eu une CEC courte. Et donc là, j'ai la sous-population encore plus restreinte, ce qui dans notre cas n'a pas vraiment de sens parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup de gens qui ont fait un choc septique, si en plus on la restreint, mais en tout cas sur des bases de données plus importantes, c'est possible. Voilà, ici j'annule le filtre et je le cache. Quelques autres options, ici ça me permet de voir où sont situées les valeurs manquantes, donc les valeurs manquantes sont colorées. Là j'ai le minimum et le maximum qui sont pareils affichés sur toute la base. Voilà, donc là c'est un petit peu les différentes options sur la gestion des données. Quand les données sont propres, qu'on s'est un petit peu familiarisé avec, on peut passer à, en général, ce qui nous intéresse, c'est les tests statistiques et comparer une variable avec une autre. Donc, test statistique, toujours mon petit blabla. La première chose à faire quand on veut faire de l'analyse bivariée, il faut choisir la variable qui nous intéresse. Et donc la variable qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les chocs septiques, c'est celle qu'on cherche à expliquer. Et donc maintenant, je clique sur choc septique, elle bascule ici à gauche. Et du coup, tout ce que je vais faire à partir de maintenant sera relatif à choc septique. Donc par exemple ici, je demande l'affichage des graphes. Eh bien il m'affiche tous les graphes relativement à choc septique. Donc ici par exemple, j'ai la boîte à moustache du poids de ceux qui ont fait un choc septique et j'ai la boîte à moustache du poids de ceux qui n'ont pas fait un choc septique. Donc a priori on a l'impression que ceux qui n'ont pas fait un choc septique ont un poids plus élevé que ceux qui ont fait un choc septique. Et puis je vais pouvoir voir ça pour toutes mes variables, donc la taille, surface corporelle, durée du CEC. A priori il n'y a pas de lien entre la durée du CEC et le choc septique, et ainsi de suite. Donc ça c'est juste la représentation graphique qui est adaptée bien sûr en fonction du type. Donc ici si j'ai une variable binaire face à une variable binaire, je vais faire des histogrammes, des bar plots bivariés, alors que si c'est du numérique versus du binaire, je vais faire des boîtes à moustaches.
Donc là, le logiciel détermine la représentation graphique la plus adaptée automatiquement. Et ensuite, donc ça c'est une représentation graphique, c'est pas forcément très précis. Ici, j'ai l'analyse bivariée, mais cette fois-ci en chiffres. Donc je vais calculer par exemple la moyenne des tailles de ceux qui n'ont pas fait de choc septique, la moyenne des tailles de ceux qui ont fait un choc septique, l'écart type des tailles de ceux qui n'ont pas fait de choc septique et l'écart type des tailles de ceux qui ont fait un choc septique, et ainsi de suite. Donc je vais avoir toutes les informations dans un tableau ici. Alors je suis désolé, j'ai changé d'ordinateur au dernier moment. Et du coup, j'ai pas Excel sur mon ordinateur actuel, mais donc je vais vous demander de me croire sur parole. Mais ces tableaux, je peux faire un simple copier-coller. Donc là, je fais un CTRL-C et j'ouvre Excel, et je peux faire un CTRL-V et ça me copie le tableau avec le bon formatage, le titre, la fusion de cellules et tout, et tout. Donc ici, j'ai les informations numériques, mais le Graal, le nec plus ultra, c'est quand même de faire un test statistique. Donc test statistique, je ne sais pas quelle proportion d'internes sont actuellement en train d'écouter. A priori, vous avez vu les tests statistiques pendant votre première année de médecine pour le concours. Enfin, ça dépend des régions. Donc c'était il y a longtemps, c'était pas forcément votre matière préférée. En tout cas, les internes avec qui je travaillais à l'INSERM, c'était pas leur matière préférée. Et donc ça remonte à c'est pas toujours très frais. Donc il y en a plein qui existent et ça va dépendre des types de variables. Et bien vous n'avez pas besoin de vous en souvenir, le logiciel va s'en souvenir pour vous. Donc là dans le cas présent, si la colonne taille c'est une colonne numérique, la colonne choc septique c'est une colonne binaire, le test statistique à faire entre une numérique et une binaire c'est un t de student. Et bien si je clique sur mes tests statistiques, le logiciel vous fait automatiquement un t de student. Donc t de student c'est si c'est le test paramétrique, donc on a le droit de l'utiliser si la taille suit une loi normale et les effectifs sont supérieurs à 30. Si on n'a pas le droit d'utiliser le t de student, dans le cas d'une variable numérique versus une variable binaire, il faut faire un test d'errant de Wilcoxon. Et donc le logiciel vous fait les deux. La première case c'est le t de student et la deuxième case c'est le test d'errant de Wilcoxon. Donc il vous marque le nom du test, le résultat, le petit p et à côté est-ce que c'est significatif ou pas. Donc c'est significatif si on est sous les 5%. Donc en l'occurrence ici, on avait l'impression qu'il y avait un lien entre la taille et le choc septique. Et en l'occurrence non, il n'y a pas de lien. On a un petit p qui est à 22%. Donc voilà, on a intuitivement l'impression qu'il y a un lien, mais notre effet, soit il n'y a pas de lien, soit l'échantillon est de trop petite taille pour pouvoir conclure. Alors sur cette base de données, il y a assez peu de liens. Comment je le sais? Tout simplement parce que quand il y a un lien, la coloration du test change. Donc ici, tout ce qui est blanc, c'est qu'il n'y a pas de lien, c'est que le petit p est supérieur à 0,05. Et là où il y a un lien, le petit p est... La case est colorée en jaune si le lien est léger, en orange si le petit p est un peu plus fort, et en rouge si le petit p est encore plus fort. Donc je vais pouvoir, pareil que tout à l'heure, parcourir ma base rapidement et voir avec quoi le choc septique est lié. Et donc ici je parcours et en fait, c'est pas une très très bonne nouvelle, mon enquête sur le choc septique elle se passe pas hyper bien, puisque tout ce que j'ai mesuré n'est pas significatif. Ah, ça y est, j'en ai une qui est significative. Et celle qui est significative, c'est la chute du NIRS. Alors le NIRS, c'est une méthode pour calculer la saturation en oxygène d'un certain nombre d'organes. Et donc ici, il y a tout un tas de variables qui sont liées au NIRS. Par exemple, le NIRS moyen, qui visiblement n'est pas spatialement lié au choc septique, le NIRS musculaire, à chaque fois on a 4 mesures, le NIRS à son point le plus bas et le NIRS à son point le plus haut. Tout ça c'était pas significatif, mais si mon collègue avait lancé cette étude, c'est parce qu'il avait le sentiment, après ces longues années d'expérience, que ce qui était important dans le NIRS, c'était pas forcément le niveau le plus haut ni le niveau le plus bas, mais c'était la différence entre les deux et la chute de NIRS qu'elle allait avoir. Et donc il a calculé une nouvelle variable, chute de NIRS, qui reprend cette différence entre le niveau le plus haut et le plus bas, et il s'avère qu'il a raison, selon cet échantillon, et que le NIRS est significativement lié au choc septique. J'espère que vous appréciez tous les
trésor d'imagination que je déploie pour maintenir un petit peu de suspense dans une présentation de statistiques. Donc en l'occurrence, le NIRS est lié au choc septique et c'est la seule variable qui permet de l'expliquer. Du coup, on va s'intéresser au NIRS et pour ça, il y a un moyen tout simple. J'avais initialement sélectionné la variable choc septique comme variable d'intérêt. maintenant que j'ai regardé un petit peu avec quoi elle était liée, je vais pouvoir changer ma variable de référence et je vais pouvoir choisir ici NIRS, la chute du NIRS. Et donc la chute du NIRS bascule sur la gauche, pardon. Et automatiquement, tous les tests sont calculés, toutes les représentations graphiques bivariées sont calculées et les distributions sont affichées. Alors, je ne vais pas tout reprendre, puisque on l'a déjà vu une fois. Juste, les tests, ce ne sont pas les mêmes, puisque entre deux variables numériques, il faut faire un test de un R de Pearson ou un test d'errant de Spearman. Ça dépend si c'est du paramétrique ou du non paramétrique. Ou bien si on a des choses comme des variables ordonnées, il faut faire une ANOVA ou un Kruskal-Wallis. Enfin bref, à chaque fois, le logiciel, voilà, ici, choisit le test adéquat. Donc ma variable d'intérêt maintenant, c'est le NIRS. Et je vais pouvoir aller un cran plus loin, je vais pouvoir modéliser le NIRS. Donc le NIRS, je constate qu'il suit à peu près une loi normale. Je vais donc pouvoir faire une régression linéaire pour expliquer le NIRS. Donc pour ça, je passe dans mon quatrième onglet, la régression linéaire. Je clique sur régression linéaire, toujours le petit laïus. Je choisis ma base de données. Oui, je ne voulais pas montrer, mais ici on pourrait avoir plusieurs bases de données ouvertes en même temps si on veut. Donc là, j'en ai ouvert qu'une seule. Je choisis donc ma base de données. Ça m'affiche la liste de toutes les variables avec la coloration liée à leur type. Et ici, ça m'affiche mon modèle de régression linéaire et là, les critères de qualité du modèle. Donc pour l'instant, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de modèle. Et il me propose de cliquer sur une variable. Et donc, il ne me propose que les variables numériques, parce que pour une régression linéaire, j'ai nécessairement besoin d'une variable numérique. Donc la variable numérique qui m'intéresse, c'est la chute du NIRS. Je clique sur la chute du NIRS. Elle va venir s'installer ici à droite, puisque c'est mon modèle. Et ensuite, toutes les autres variables me sont accessibles, et je vais donc pouvoir fabriquer un modèle qui explique la chute du NIRS. Et pour ça, il suffit que je clique sur les variables. Et elles vont venir se rajouter dans le modèle. Donc, je ne vais pas cliquer sur le choc septique, puisque le NIRS va servir à expliquer le choc septique, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais je peux regarder le lien, par exemple, entre le NIRS et le poids. Et donc, quand je clique sur poids, eh bien, poids vient se mettre ici, et le modèle est complété. Donc, je vois que j'ai un lien entre la chute du NIRS et le poids, un lien qui est légèrement négatif et légèrement significatif. Et au fur et à mesure, j'ai la qualité du modèle qui est estimée ici. Donc là, j'ai un R carré de 0,05. C'est pas terrible. On va essayer de faire un petit peu mieux, mais j'en suis qu'à mon tout début. Donc, je peux rajouter la taille. En général, la taille et le poids, c'est fortement corrélé. Voilà, sans surprise, il va falloir que je choisisse l'un des deux. Donc, je vais virer la taille. Je peux rajouter la surface corporelle. Je vois que mon R carré vient de passer à 12%. C'est nettement mieux. La durée de la circulation extracorporelle n'ajoute rien au modèle, donc je reclique dessus pour l'enlever. La CEC en binaire, pareil. L'âge en jour, bon, alors je ne vais pas les faire toutes. J'avoue, j'ai triché, j'ai un petit peu préparé mon modèle à l'avance, donc je sais quelles sont les variables qui sont les plus intéressantes. Mais on peut comme ça, par essai-erreur, regarder les variables les plus intéressantes. Donc priming volume total, les lactates et la reperforation oculaire 1, 2 et 3. Et à chaque fois, eh bien, je vois mon modèle qui se construit avec ici le R carré, ici le R carré ajusté, donc on arrive à une qualité de 46%. Le modèle est fortement significatif, donc ça veut dire que les liens que le modèle trouve, il estime que ce ne sont pas liés au hasard. Et donc ici, on a ensuite tous les coefficients qui nous intéressent. Donc on a les coefficients, là c'est on peut avoir les résultats sous deux formes différentes.
Donc ici j'ai les coefficients et j'ai le petit p, c'est un petit peu le modèle simplifié. S'il y en a qui sont des fans de R et qui veulent un modèle complet, on peut ici cliquer et là on a le coefficient, l'erreur, l'écart type associé, le t de student qu'on calcule en fonction de l'écart type, et puis le petit p qui est calculé à la base du t de student et la significativité. Donc voilà, j'ai construit mon modèle qui explique le NIRS et puis ensuite je vais pouvoir l'exporter. Alors c'est pareil, ici je peux faire un copier modèle et l'amener vers Excel ou je peux l'ajouter. Ah oui pardon, j'ai oublié un point important. Je peux également ajouter des interactions dans mon modèle simplement en cliquant ici sur interaction entre deux variables. Puis je choisis mes deux variables, par exemple le poids et la taille. Et ça vient de rajouter le poids et la taille dans mon modèle. Je vais partir sur le simplifié. Voilà, ici j'ai l'interaction entre poids et taille qui n'est pas significative et qui n'a aucun intérêt. Donc je vais la supprimer simplement en cliquant ici sur la petite croix. Je peux faire également une interaction entre trois variables ou entre quatre variables en cliquant sur la touche contrôle. Donc voilà au niveau de la régression linéaire ce qu'on peut faire. Voilà. Dernière étape que je vais vous montrer. Ah oui, pardon. Ici, j'ai fait une régression linéaire. Si je préfère, je peux aussi faire une ANOVA. Alors, ANOVA et régression linéaire, c'est en fait deux modèles qui sont assez similaires. C'est plus des différences historiques. Dans certains domaines, on parlait d'ANOVA, dans d'autres, on parlait de régression linéaire. Et puis, en fait, les modèles mathématiques qui se cachent derrière est le même. Donc, on peut passer de l'un à l'autre sans facilement. Et donc, dans R++, si vous préférez les régressions linéaires, vous choisissez régression linéaire. Si vous préférez les ANOVA, on vous fait une présentation sous forme d'ANOVA, avec ici le degré de liberté, la somme des carrés, le F et la p-value. Le 15 septembre, on rajoutera ici un troisième carré dans le secteur et on aura ici la régression logistique. Donc il y aura régression linéaire, ANOVA et régression logistique dans le pie menu. Alors R++, c'est un outil et il vous laisse la maîtrise de ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez prendre une variable qui est codée en binaire, en 0, 1, vous voulez la faire passer pour une variable integer et vous voulez construire un modèle qui utilisera cette variable integer alors que normalement vous n'avez pas le droit, eh bien vous pouvez le faire. On essaye de vous donner un maximum d'outils pour que vous puissiez faire les choses bien, mais ensuite c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Donc là par exemple, est-ce que je peux faire ici par exemple, est-ce que j'ai le droit d'appliquer un t de student ou est-ce qu'il faut que j'applique un test d'Errand-Wilcoxon? On vous montre les deux courbes de densité pour décider si ça suit une loi normale selon vous. Et ensuite, selon votre domaine, dans certains domaines, ils vont considérer que ça suit une loi normale. Dans d'autres domaines, ils considéreront que ça ne suit pas une loi normale. Ça, c'est domaine dépendant, donc ce sera à vous de décider. Pareil, lorsqu'on travaille sur les maladies orphelines, on n'a pas des seuils de significativité à 5%, mais on travaille au seuil de 20%. Bon, ce sera à vous de voir quand est-ce que votre test est significatif. C'était une digression, pardon, pour répondre à Mathilde. Voilà. Donc oui, R++ vous laisse faire ce que vous voulez. On essaye de vous fournir un maximum d'outils pour que vous puissiez vérifier les conditions, mais c'est à vous de le faire quand même. Donc je ne vous ai pas montré, mais au fur et à mesure que j'explore mes données, j'ai un outil ici qui s'appelle la pellicule et qui me permet de sauvegarder les graphes qui m'intéressent pour plus tard. Donc là par exemple, je veux sauvegarder le NIRS, je le mets dans la pellicule. Je veux sauvegarder aussi le lien entre les boîtes à moustaches entre le NIRS et le choc septique. Je le glisse dans ma pellicule et puis ici le poids. Et quand j'ai fini mes analyses ou que je veux éditer mes graphes, quand je veux finir mes analyses, je vais pouvoir basculer dans l'éditeur de graphes et je vais pouvoir éditer mes graphes. Donc quand je clique sur un graphe, il apparaît ici et j'ai deux fenêtres qui apparaissent. Ici j'ai les paramètres du graphe. Et ici, j'ai le détail des paramètres. Donc en gros,
ici, je vais pouvoir choisir toutes les grandes catégories de... Ici, j'ai regroupé les grandes catégories d'options. Donc par exemple, sur type de graphique, je vais pouvoir choisir le type de graphique. Est-ce que je veux un bar plot ou plutôt un camembert? Il ne faut pas utiliser les camemberts, mais c'est pas grave, on a mis l'option. Ou plutôt un histogramme, une densité, une boîte à moustache. Donc tout ça, ça va être accessible ici. Là, je vais pouvoir modifier le type de feuille, donc la hauteur du graphique, la taille des marges, ainsi de suite. Le canal alpha ou les DPI, la couleur de fond, il ne faut pas la changer parce qu'en général tout ce qu'on fait c'est très moche. Voilà, je me lance. Là je vais pouvoir modifier tous les titres, changer les tailles de police en italique, voilà, faire un petit peu tout ce que je veux, les labels, les titres, les sous-titres. Ici c'est tout ce qui définit les axes, donc les axes des labels qu'on peut régler, mettre en vertical ou en horizontal. Et enfin, l'aspect général, les rectangles et barres, la couleur. Donc si je veux booster la couleur, voilà, hop. Et puis je vais rajouter une valeur intermédiaire ici, qui sera le blanc. Voilà, c'est très très moche, j'aurais pas dû. Je vais retourner dans le prédéfini. J'ai également possibilité de rajouter quelques petites formes. Par exemple, cette valeur-là m'intéresse particulièrement. Donc je peux dire que, hop, je grossis un peu la taille du trait. Et je vais dire que ça, c'est une valeur qui est très importante. Donc, oups. Je suis désolé. J'ai plus... Voilà, je suis dans le noir, je vois pas mon clavier. Et donc pareil, je peux faire tout un tas de modifications. Voilà, c'est... Et alors pareil, je vais pouvoir ici exporter les graphes. Alors je crois que ça via Notepad sur l'ordinateur. Hop, donc je viens d'ouvrir Notepad. Je vais pouvoir exporter les graphes par simple drag and drop. Ah, il veut pas. Non, on est... Pardon, c'est pas Notepad, c'est WordPad, excusez-moi. Hop, WordPad, je le prends, je le mets ici. Et je vais pouvoir donc exporter mon graphe en le drag and dropant directement dans mon document Word. Voilà, dernière chose, donc dans R++, on intègre régulièrement des nouveaux outils. Donc là, par exemple, il y a la fusion de bases de données qui est dans les starting blocks, la régression logistique également, qui devrait sortir d'ici un mois. Mais on sait qu'on n'aura jamais tout, en particulier il y a des chercheurs qui, au moment où je vous parle, au Japon, ou au Pérou, ou à l'autre bout du monde, sont en train d'inventer des nouvelles techniques d'analyse statistique. Et puis au moment où ils les inventent, ils publient un article. Et je tombe sur cet article et je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment génial. Et j'aimerais bien pouvoir l'utiliser. Et ils ont mis une librairie R à disposition. Et du coup, on aimerait bien pouvoir l'utiliser. Donc on a intégré dans R++ une console R qui est ici. Et donc ici, dans la partie console, je peux faire du R. Je peux charger une nouvelle librairie, je peux faire tout un tas de choses comme dans R, comme dans le logiciel R. Et également, il y a un certain nombre de cas où on a besoin d'avoir le code. Et donc, tout ce que j'ai fait, là, quand je faisais de la gestion des données ou des différentes actions, a été codé. Donc pour ceux qui lisent un petit peu le R, ici j'ai changé le répertoire courant, puis ici j'ai chargé mes données. Ici, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au début on avait transformé les noms avec un N minuscule, on les avait remplacés avec des N majuscules. Ben voilà le code correspondant à ce nom avec N majuscule, N minuscule. Donc les différentes opérations ont été codées. Au fur et à mesure que je faisais mes clics boutons, il y a le code R qui était généré. Alors on n'a pas tout codé. Par exemple, quand on fait des tests statistiques, ici, si j'ai 150 variables, je vais avoir 150 x 2, je vais avoir 300 tests. Donc on n'a pas mis le code des 300 tests.
mais on a mis les codes des différentes fonctions qui modifient les données, plus un certain nombre de codes. Par exemple, sur l'édition graphique, bien, ici j'ai le code qui est utilisé pour générer mon graphe. Pareil dans l'import, j'ai ici le code qui va être utilisé pour importer mes données. Voilà. Et là, donc, là, on peut faire du R, donc utiliser librairie RGL, KML, enfin, toutes les librairies qu'on a envie d'utiliser et que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous pouvez également ici faire un script de session. Donc ici, pardon, votre propre script. Donc si vous importez, ici on avait vu qu'il y avait possibilité d'importer des scripts R. Si vous importez les scripts R, eh bien, ils vont se retrouver ici, vous allez pouvoir les exécuter, et puis ici, vous pouvez mettre vos propres commandes R. Si par exemple vous voulez faire du GLM et que on l'a pas encore mis ici dans les modèles, eh bien, vous pouvez taper vos commandes GLM, et ainsi de suite. Voilà, j'ai parlé beaucoup plus que ce que je pensais. Ça termine cette première session, ce webinaire.